Alors bonsoir Pierre de Villiers. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien chef d'état-major des armées, auteur de Pour le succès des armes de la France chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, comme tous les soirs, Luc Brisson de la cellule Vrai ou Faux nous a rejoint. Luc, en pleine période trouble, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la relation avec les États-Unis, vous revenez aujourd'hui sur une phrase de l'eurodéputé Place Publique, Raphaël Glucksmann, qui a expliqué, on va l'écouter, que les États-Unis pourraient couper les moyens de paiement en Europe s'ils le voulaient. Vous savez qu'aujourd'hui, les moyens de paiement que vous utilisez constamment, quotidiennement, appartiennent aux États-Unis d'Amérique. Et que si les Américains le veulent, ils peuvent suspendre les paiements en Europe. Alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment couper les moyens de paiement en Europe, les Américains, s'ils le décident ? Alors déjà, pour bien comprendre de quoi on parle, ici, on parle principalement des paiements par carte bancaire. Parce que sur notre carte, et je vous invite à regarder, chez vous, il y a généralement le logo CB, le logo Visa ou le logo Mastercard. Alors Visa et Mastercard, c'est des réseaux américains. Donc quand vous payez chez un commerçant qui utilise le réseau Visa ou Mastercard, eh bien vous faites marcher le système américain. En revanche, CB, c'est pas juste les initiales de carte bancaire, c'est aussi c'est aussi un groupement des principales banques françaises. Et donc, quand vous payez chez un commerçant qui utilise ce réseau CB, eh bien, vous faites marcher le système français. Alors, en France, en 2023, selon une étude de la société Yavin qui fournit les terminaux de paiement, regardez, 66% des paiements par carte utilisaient le réseau CB, 21% le réseau Visa et 13% le réseau Mastercard. Donc en France, on paye principalement en utilisant le réseau français, mais vous voyez que ça tend à diminuer quand même ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on paye de plus en plus, vous savez, avec notre téléphone, avec Google Pay, Apple Pay, etc. Et ces applications utilisent principalement les réseaux Visa ou Mastercard. Donc si jamais demain nous n'avions plus accès à Visa ou à Mastercard, on pourrait quand même continuer à payer grâce à ce réseau CB ? Alors on pourrait continuer pour aller au supermarché ou pour aller au restaurant. En revanche, on ne pourrait plus forcément payer sur des plateformes américaines comme par exemple Amazon ou Airbnb qui utilisent les réseaux Visa et Mastercard. Et puis on serait bien embêté aussi si on voyageait en dehors de nos frontières, parce que nos voisins, ils utilisent aussi Visa, ils utilisent Mastercard, ils utilisent leur propre réseau national. Ils n'utilisent pas forcément, même pas du tout, notre propre réseau CB. Mais concrètement, les États-Unis peuvent vraiment, comme ça, décider de suspendre les moyens de paiement en Europe ? Alors c'est possible techniquement. Par exemple, Visa et Mastercard ont suspendu leur réseau en Russie depuis 2022 dans le cadre des sanctions économiques. Dernièrement, les États-Unis ont sanctionné 9 magistrats de la Cour pénale internationale qui avaient émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Et ces 9 magistrats n'ont plus le droit d'accéder à des services américains, dont les systèmes de paiement. Donc c'est faisable techniquement. Après, Visa et Mastercard, ça reste quand même des entreprises privées. Donc il faudrait qu'elles acceptent, sur demande du gouvernement américain, de se priver du marché européen. Et ça, d'après les chercheurs avec lesquels on a pu échanger, ça paraît peu probable. Merci beaucoup. Luc Brisson, je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai ou Faux. C'est le samedi à midi et le dimanche à 20h. Voilà, merci beaucoup Luc Brisson. Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, donc vous publiez Pour le succès des armes de la France, un ouvrage dans lequel vous défendez le nécessaire réarmement de notre pays face à la multiplication des menaces en tout genre. Est-ce que la situation actuelle avec les États-Unis, cette escalade pour le moment essentiellement verbale, vous paraît relever de ce niveau général de nouvelles menaces auxquelles l'Europe doit faire face ? Oui, alors je vais peut-être vous surprendre, mais moi je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe. Le 13 juillet 2017, je raconte cette réunion avec le président Trump, très difficile à suivre dans son comportement dans une réunion, mais très prévisible dans sa stratégie générale. Son imprévisibilité fait partie de sa stratégie. Et j'avais senti, je le raconte, que c'était vraiment un couple en fin de vie entre le président français et l'Américain. L'Américain basculait complètement vers le Pacifique, vers la Chine, et nous abandonnait, et ça, je l'avais bien senti. D'ailleurs, cette tendance a été profondément accélérée par le président Trump, mais elle date de nombreuses années. On l'avait déjà senti avec Obama et bien avant. Donc, nous sommes dans un changement de monde.
on le lit beaucoup ces jours-ci, mais moi je l'avais pressenti après 2015, après les attentats, retour des États-puissances, terrorisme islamiste radical, migration massive. Le monde change. On était dans le droit de la force, finalement. La force du... Et votre expression, c'est dans la force du droit. Et en fait, c'est la force. Voilà. On était dans la force du droit et on est dans le droit de la force. Le droit a régulé les relations internationales avec les organisations internationales qui ont été mises en place pour l'essentiel à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ces organisations ne répondent plus. Les menaces que je vous ai décrites ne répondent plus à ce code qui était un code commun. Donc c'est la force qui prime. Et la journée qu'on vient de vivre avec cette intervention du président Trump est une illustration. La force. S'il y avait un mot pour résumer son propos, la force. Est-ce que vous avez également l'impression que d'un point de vue des valeurs, puisqu'on a tous été élevés dans l'idée qu'on était plus proches, on était atlantistes parce que c'était des défense des valeurs, de la démocratie, est-ce que vous avez l'impression que c'est complètement fini? C'est-à-dire qu'en gros, vous renvoyez le président Trump à quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à des intérêts économiques, qui brutalise et qui n'a pas un corpus de valeurs auquel on pourrait adhérer. Alors sur ce plan, les valeurs, son vice-président nous a donné une leçon en Europe sur les valeurs. À Munich, oui, à Munich. Moi, je pense que le président Trump, c'est un businessman. D'ailleurs, ce sont ses modèles. C'est un dealer. Et là, il nous fait le coup d'une négociation. On commence très haut pour terminer un peu plus bas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais les valeurs, ce n'est pas ce qui caractérise le président Trump. Quand je vois la façon dont il parle au président Macron, on ne peut pas dire que moi, je suis suspect de quoi que ce soit vis-à-vis du président Macron. Je rappelle quand même pour les téléspectateurs qui ne s'en souviendraient pas que vous avez démissionné avec fracas quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Pour un désaccord de stratégique. fond, malheureusement, parce que je sentais la nécessité d'un réarmement rapide et important et que je voyais que nos dirigeants ne le sentaient pas. Ils étaient dans les lignes Maginot habituelles. Bon, il le sent aujourd'hui. Ah il l'a senti et je pense que maintenant tout le monde l'a senti. Mais c'est vrai que ces il attaques... l'a un petit peu senti avant quand même, il y a 2 ans, c'est-à-dire que sur le budget de la défense. Oui. Et là, vous considérez que les 6 milliards qui vont peut-être en fait débloquer grâce au fait qu'on ait un budget, vous considérez que là, il est dans les clous. Oui, en fait, l'électrochoc, et on a perdu du temps avant l'électrochoc, c'est l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine. J'ai senti le changement de posture de certains dirigeants, dont le président. Mais dans le reste de la classe politique, qui décide dans une démocratie, les militaires, ils exécutent. Et quelquefois, ils veulent faire un peu plus. Et ils prennent l'argent qu'on leur donne. Ils sont chargés de conseiller. Car un haut fonctionnaire n'est pas là pour mettre en œuvre simplement. L'obéissance, c'est aussi le conseil. On discute avant l'ordre. Ensuite, quand l'ordre est donné, on exécute. En tout cas, ça a toujours été ma philosophie. Et quand on n'est plus d'accord, que la couleuvre est trop grosse et que c'est un boa. On parle d'un boa, voilà. On démissionne. C'était mon cas. C'est ce que disait Chevènement, un ministre, ça démissionne, ça ferme sa gueule. Donc l'Ukraine qui a été le déclencheur, d'après vous, chez Emmanuel Macron. On va parler de l'Ukraine. D'abord, je voudrais qu'on écoute Donald Trump aujourd'hui sur la question du Groenland, évidemment. Il était très attendu. Voilà ce qu'il a dit donc cet après-midi à Davos. Après avoir dit « nous n'utiliserons pas la force », il a précisé ceci. Nous, on veut un bloc de glace pour la protection du monde. Et ils ne veulent pas nous le donner. On n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu le garder. On aurait pu le garder cette terre, ce territoire. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non et on s'en souviendra. Et on s'en souviendra, même si, j'ai précisé, il a bien dit aujourd'hui, nous n'utiliserons pas la force. Quelle est, selon vous, la meilleure manière de dissuader Donald Trump d'annexer le Groenland ? Alors, vous avez eu raison de souligner, il a fait un petit retour arrière en disant « j'ai pas l'intention de le prendre par la force ». Bon. Après, comme on est dans un poker menteur général aujourd'hui entre les différentes États-puissances, la veille de l'invasion de l'Ukraine, le président Poutine disait que c'était un exercice. D'ailleurs, nous allons monter un exercice, manifestement, au Groenland. C'est un exercice, ce n'est pas une opération, une préparation à la guerre. Sur le plan, pardon, juste parenthèse, sur le plan de la parole et de la confiance à accorder à la parole, vous mettez aujourd'hui Trump sur le même plan que Poutine ? C'est-à-dire qu'on le voit bien, on est dans la guerre informationnelle, dans le poker menteur, dans le deal.
Moi, je crois que face à cela, il faut rentrer dans ce nouveau monde qui est un monde de rapport de force. Il faut entrer en rapport de force. Car dans l'histoire, on le voit bien, les forts attaquent les faibles. Les forts n'attaquent pas les forts. Or, nous sommes aujourd'hui faibles parce que nous n'avons pas senti venir ce coup-là et que nous avons désarmé pendant des décennies nos différents pays européens en savourant les délices des dividendes de la paix. Quand vous dites on a désarmé, vous considérez que c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'en gros, alors l'Allemagne, c'était pour d'autres raisons, qu'on n'a pas mis le paquet sur les budgets de la défense, mais vous considérez également, c'est du moins ce que vous écrivez, qu'il y a un réarmement psychologique, moral, sociétal, qui doit passer par l'école, la famille, la société, je ne sais pas quoi, pour qu'en gros, on ne soit pas terrorisé et qu'en gros, on ait tendance à dire, bon, celui-là, il est dangereux, il est fort, on va se taire comme ça, on va avoir la paix. En gros, avoir la paix qui serait l'alpha et l'oméga de tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de là, sachant que sur le budget de la défense, on a commencé à essayer de rattraper. Pour le reste, comment on va faire du jour au lendemain pour que tous les Européens aient envie de, non pas mourir pour Kiev, mais éventuellement faire quelque chose? Alors, le triptyque que je donne en fin de mon livre, c'est la peur fait réagir. On est là. Maintenant, le courage fait décider. Il faut que les Européens, courageusement, rentrent dans ce rapport de force. À ce stade, notre président est un peu en tête de gondole. J'espère qu'il va être suivi. Et ensuite, le sursaut fait gagner. Ça doit être une opportunité de sursaut pour nos pays européens de bâtir des coopérations européennes de défense interétatiques, à géométrie variable, sur des projets, d'imposer la préférence européenne en matière d'armement, parce qu'aujourd'hui, la majorité des pays européens, ne nous trompons pas, ont acheté américain, et l'OTAN était pour ça très pratique pour les Américains, parce qu'on adhérait à l'OTAN, on avait l'interopérabilité des équipements en achetant américain. Vous parlez de l'OTAN au passé? Mais parce que j'aimerais qu'on quitte cette logique et que les pays européens achètent américain, qu'on construise une capacité américaine, européenne, industrielle. La France a un rôle majeur. Nous avons une base industrielle et technologique de défense la plus importante en Europe. Nous avons un rôle à jouer pour essayer d'attirer nos amis européens à acheter français, européens. Et indépendamment de ça, je reprends la question de Sonia, vous en parlez au passé. Est-ce que vous avez considéré, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait ou certains autres, que l'OTAN est non seulement en état de mort cérébrale, mais vu ce qui est en train de se passer avec le Danemark et les États-Unis et le Groenland, vous citez même le pacte de Varsovie, en disant c'est comme au moment du pacte de Varsovie, où les Russes finalement attaquaient des gens du pacte de Varsovie, les Tchèques, les Hongrois. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, l'OTAN, ou est-ce qu'il faut qu'on reprenne notre défense à nous et qu'on ne soit plus sous parapluie ou bouclier? C'est clair qu'en reprenant cet exemple du pacte de Varsovie, c'est pas bon signe pour l'Alliance Atlantique, le pacte occidental. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est par rapport à ces déclarations d'aujourd'hui, à cette situation, les Chinois, les Russes, les Turcs, un certain nombre d'États-puissances, les Indiens, les Iraniens, ils doivent rigoler en nous voyant nous bagarrer à propos du Groenland et de tout le reste. Ce qui faisait la force de l'OTAN, c'était sa cohésion, c'était l'Alliance Atlantique, c'était ça son origine. Aujourd'hui, cette cohésion se lézarde. Donc nous, les Européens, voilà la cohésion qu'il faut construire. Une Europe où les États coopèrent entre eux, pas une Europe fédérale qui ne dit pas son nom, parce qu'on voit bien que la défense européenne est à l'arrêt, on n'avance pas depuis des dizaines d'années. Je le déplore, évidemment, parce que face aux États-puissances, nous ne pourrons pas, nous, Français, faire tout seul. Il faudra des coopérations européennes, évidemment, notamment industrielles, mais aussi opérationnelles, en matière de formation, en matière de logistique, parce que la guerre, c'est dur et ça dure. Nous ne sommes pas prêts à faire la guerre. Nous sommes prêts à faire des opérations de guerre. Nous avons une armée magnifique, un modèle d'armée complet qu'on a réussi à garder. L'indépendance nationale avec le pilier de la dissuasion nucléaire. Mais notre pilier conventionnel n'a pas le niveau de suffisance pour tenir la dureté de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN? Parce que là, vous dites on n'a pas les moyens de faire la guerre, donc j'imagine que ça veut quand même dire qu'on a besoin de l'OTAN. Mais je lisais encore récemment que les Ukrainiens ont décidé de ne plus partager un certain nombre d'informations stratégiques avec la CIA, avec les services secrets américains, parce qu'ils se rendaient compte que les informations terminaient à Moscou.
On fait quoi aujourd'hui avec les États-Unis, qui sont donc membres fondateurs et plus importants et nos alliés américains, si on doit commencer à ne plus partager nos informations avec eux? Un des arguments du président Trump qui est vrai, c'est de dire « Nous avons payé votre protection avec le parapluie américain. Vous, les Européens, vous n'avez rien compris au sens de l'histoire et nous ne continuerons pas à payer. » C'est une opportunité énorme pour nous, de sursaut, pour se prendre en main. Nous avons besoin de réarmer l'Europe et de le faire le plus vite possible. Ce que je sens, c'est pour ça que j'ai repris ma plume, ce n'était pas mon intention, c'est que maintenant le constat est fait depuis 4 ans que l'Ukraine a été attaquée, et puis la montée en puissance aujourd'hui. Mais il ne se passe rien. On n'a même pas de budget, donc les 6 milliards 7... On va l'avoir, là, on va l'avoir. On les a pas. Oui, mais les 6 milliards 7, on les a pas pour le moment. Milliards 7. Ça veut dire que quand on les aura, allez, fin février... Alors vous allez me dire après que ça va mettre 6 mois. Mais oui, parce que pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'a rien changé de nos procédures et qu'en France, l'administration décide et la bureaucratie décide. Et les gens de Bercy qui sont chargés de mettre l'argent dans le tuyau font traîner parce qu'on est endetté jusqu'au cou, donc on n'a pas l'argent. Alors, il faut peut-être quelque chose d'un peu remontant maintenant pour revenir. Quel est le maillon faible pour vous en Europe de ceux qui ne peuvent pas? Parce qu'on avait le couple franco-allemand. Est-ce que là, vous sentez que ça peut se nouer autour de qui? Est-ce que les Anglais, finalement, ils sont, malgré le Brexit, on peut travailler avec eux? Vous pensez quels sont les bons Européens avec lesquels on doit travailler si on veut s'en sortir? L'exemple de la force des volontaires, c'est un très bon exemple. La coalition des volontaires. Voilà, la coalition des volontaires, c'est ça qu'il faut construire. C'est ça qu'il faut construire. Avec le Canada aussi? Des pays volontaires, en respectant la souveraineté des pays, qui mettent au pot commun ce qu'ils ont envie de mettre au pot commun, sans chercher à niveler, sans chercher à fédérer, sans chercher à unir à tout prix, en respectant les logiques, les souverainetés nationales. C'est ça qu'il faut construire. Et en l'occurrence, il y a une nation cadre, c'est la France, mais en fait, c'est un binôme, c'est la France et les Britanniques. Parce que le traité de Lancaster, en 2010, moi j'étais numéro 2 et j'en ai été responsable pour le suivi pendant 4 ans. Et ensuite, je l'ai mis en œuvre quand j'étais chef d'état-major. Le traité de Lancaster, il y a une clause, c'est de construire une force interopérable de 10 000 hommes, interarmés, que l'on a construit, qui était opérationnelle en 2015-2016, sur lesquels on a pu agréger cette force des volontaires, des pays volontaires. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut construire. Donc, la réponse à votre question, c'est d'abord avec les Anglais qu'on doit faire quelque chose pour les opérations. C'est la seule armée européenne capable de faire des opérations de guerre aujourd'hui. Les autres ont des forces, bien sûr. Regardez les Polonais, l'effort qu'ils ont fait. Ils ont raison de le faire, peut-être pas leur situation géographique. Ils vont bientôt avoir 2000 chars. Je rappelle que nous avons 200 chars, les Français. Le même chiffre qu'en 2017. Nous n'avons pas un de plus. Donc, il est temps de monter en puissance. Et petit à petit, autour d'un noyau avec les Britanniques, et puis on va agréger les Allemands qui, aujourd'hui, dans la Constitution, ne peuvent pas faire la guerre, mais qui, avec les milliards d'euros qu'ils mettent, vont avoir... de quoi nous rendre un fief et service. Nous avons les moyens en Europe. Nous sommes un continent à 500 millions d'habitants. Nous sommes sous le parapluie de gens qui ont 350 millions d'habitants et les Russes ont 130, 140 millions d'habitants et ils nous menacent. Donc franchement, il est temps de réagir, de prendre conscience de ce sursaut nécessaire européen en s'appuyant sur les souverainetés des pays. Nous avons les moyens, dites-vous. On entendait Donald Trump il y a quelques minutes qui disait si vous me dites non au Groenland, on s'en souviendra. Qu'est-ce qui se passe si demain les États-Unis mettent l'Ukraine dans la balance du chantage? Si les États-Unis, si Donald Trump dit si vous voulez pas me donner le Groenland, débrouillez-vous. On lâche l'Ukraine. Est-ce que les Européens ont les moyens de prendre le relais? Qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer dans le rapport de force, c'est ce que nous avons commencé à faire, pour qu'on dissuade l'option militaire, déjà, et il commence à... Au Groenland? Oui, au Groenland. Et ensuite, il faudra trouver une porte de sortie aux Américains, sachant qu'aujourd'hui, ceux qui sont présents physiquement, efficacement au Groenland, c'est les Américains, avec la dernière base qu'ils ont laissée, qui leur permet quand même... Ils sont 200. Oui, comme il n'y avait rien, c'était les seuls. Et ils étaient
responsable de la sécurité du Groenland à ce stade, puisque les Danois n'avaient personne. Mais Donc, l'Ukraine, ma question c'était vraiment l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait demain si les États-Unis lâchent sur l'Ukraine? Là, le président Trump a fait une description parfaitement vraie du niveau de perte. En gros, il y a 1000 décès, 1000 morts par jour, presque tous les jours. Donc c'est colossal. Il faut arrêter ce massacre. Et il n'y a pas de solution militaire en Ukraine. En tout cas, une hypothétique victoire des Ukrainiens pour reprendre les territoires perdus, je n'y crois pas militairement, pour déjà plusieurs raisons, mais dont une, c'est la démographie. On a oublié, l'Europe aussi, la démographie. La démographie est un instrument majeur de puissance et de rayonnement. Donc, il faut aller à la paix. Et il faut les Ukrainiens essayer... ont accepté un cessez-le-feu qui a été refusé par Moscou. Alors, oui, c'est-à-dire qu'à ce stade, il y en a un qui accepte, l'autre refuse, il y en a un qui accepte, l'autre refuse. Donc, c'est ce qu'il a expliqué, à mon avis, à juste raison. Il y en a surtout un qui bombarde, et il y a 600 000 Ukrainiens là, qui sont privés de chauffage et d'électricité. Évidemment. Donc, il faut arriver à trouver les deux éléments qui sont très importants. La justice dans les territoires. Donc, il faut trouver une solution territoriale acceptable pour l'Ukraine. Et puis, surtout, les forces de garantie nécessaires pour éviter que ça recommence. Oui, alors, quand vous dites des trucs raisonnables, le président Poutine ne recommence à envahir. Quand vous parlez des choses raisonnables, ça veut dire qu'on pourrait en rester là, aujourd'hui, au statu quo. Ils gardent la Crimée, ça de toute façon, tout le monde l'a oublié, et ils gardent ce qu'ils ont pu conquérir, on leur demande juste de pas aller plus loin, et ça, vous trouvez que c'est tolérable? Aujourd'hui, les négociations sont parties sur ce pied, mais ce qui ne va pas sur ces négociations, c'est que le président Poutine dit « Non, moi je veux le petit bout du Donbass que je n'ai pas encore conquis. Si vous ne me le donnez pas, je continue la guerre et je finirai par le conquérir. » Voilà où on en est dans les négociations. Bon, moi, je fais confiance aux diplomates, je fais confiance à la porte qui a été ouverte. C'est déjà une bonne nouvelle. Et j'aimerais qu'on aille, pas forcément à un plan de paix, ça risque d'être long, mais au moins à un cessez-le-feu pour arrêter ce massacre au cœur de l'Europe. C'est dramatique. Mais c'est la Russie qui s'oppose à ce cessez-le-feu, on le rappelle. À ce stade, c'est la Russie, évidemment. Et de toute façon, c'est la Russie qui progresse militairement. Donc, ils sont prêts à continuer. Moi, je plaide pour la paix, et je pense que si on avait fait ça il y a 3 ans, on n'en serait pas arrivé là. Et surtout, je plaide pour que dans notre position, nous les Français qui avons quand même un rôle important à jouer, et on le voit dans les heures qu'on vient de passer, eh bien, je plaide pour qu'on ait les moyens de notre crédibilité le plus vite possible en France et en Europe. C'est-à-dire que l'on réarme, y compris moralement, le pays. Est-ce que les moyens de notre crédibilité, ça passe par un homme politique à la tête de la France en 2027, par exemple, qui est un peu de l'expérience, de la surface, et qui soit capable d'entraîner les gens? Est-ce que d'abord, vous avez abandonné la politique? Est-ce que dans tout ce qui est présent comme candidature... Je n'ai pas abandonné la politique, je ne suis jamais rentré dedans. Enfin, un peu quand même. Enfin, bon. Est-ce que vous pensez qu'on a ce qu'il faut dans la classe politique? Et deuxièmement, vous, est-ce que vous restez éloigné de tout ça, ou vous vous dites après tout... Moi, j'ai qu'un objectif à titre personnel. J'aurais pu rester tranquillement à faire mes activités. J'ai repris ma plume parce que je pense que l'heure est grave et qu'un certain nombre des dirigeants présents aujourd'hui et surtout futurs, parce qu'on va avoir des échéances majeures, comme vous l'avez souligné, ne sont pas encore conscients du fait que pour remonter un modèle d'armée, pour réarmer la France et l'Europe, il va falloir du temps. J'estime à 10 ans, 2035. Et donc, il ne faut pas perdre une seule seconde. Or, déjà, comme Jordan Bardella, ça vous semble expérimenté suffisamment pour... Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, mais je n'ai aucune autre ambition politique derrière, si ce n'est de convaincre les dirigeants et de mettre sur le débat public, pendant la campagne, ce sujet. Ça sera la première fois depuis la Ve République. On n'a jamais réussi. Il y a des débats avant, mais au moment de la campagne, ce n'est pas ces sujets qui surnagent. Aujourd'hui, il faut que ce soit ce thème qui surnage. En tout cas, c'est mon avis. Moi, mon seul souci, c'est qu'on ne soit pas comme en 70, en 14 et en 39, 3 cas radicalement différents, mais 3 cas qui se sont terminés par la défaite. Moi, je suis pour le succès des armes de la France. Merci. C'est pour ça que j'ai pris ce titre. Merci beaucoup, Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc, pour lequel vous reprenez la parole aujourd'hui pour le succès des armes de la France chez Fayard. Merci d'avoir été merci de m'avoir accueilli. L'invité de Tout est politique ce soir sur France Info. La météo et les informés. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain.